Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, se rendra lundi à Alger. Ça a été annoncé aujourd'hui au menu des discussions, la coopération judiciaire en matière de criminalité organisée, de narcotrafic ou encore la lutte contre le terrorisme. Il y aura aussi, enfin, et c'est heureux, le sort du journaliste Christophe Glaise qui sera abordé, a indiqué la chancellerie. Alors, visite à la demande du président de la République. Décidément, Raphaël Steinville, Emmanuel Macron met beaucoup d'énergie à envoyer ses proches. On se souvient que le 8 mai 45, pour la commémoration du massacre de Sétif, il y avait eu Alice Ruffo, la ministre, qui s'était rendue sur place, une très proche d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut saluer ce réchauffement finalement entre l'Algérie et la France ? En fait, je pense qu'il y a plusieurs aspects. D'une part, il y a la volonté d'Emmanuel Macron de finir son deuxième quinquennat en s'étant réconcilié avec Alger, de la même manière qu'il avait débuté sa campagne en reconnaissant que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, il veut tout faire pour se réconcilier avec Tebboune. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est qu'il est nécessaire, malgré tout, face à ce voisin avec qui nous avons affaire sur nombre de sujets, qu'une coopération puisse s'effectuer. Et c'est en ce sens que le déplacement du garde des Sceaux sur des sujets qui ont trait à la justice et notamment aux questions de narcotrafic avec nombre de dirigeants et de chefs de la DZ Mafia qui aujourd'hui ont trouvé refuge en Algérie, que s'opère ce déplacement du garde des Sceaux et du ministre de la Justice qui a besoin à défaut de garantie, mais d'une collaboration des Algériens pour pouvoir récupérer ces suspects dans des affaires criminelles. Et donc oui, il y a d'un côté un volet, je dirais, technique, et de l'autre, la symbolique. Ce qui est dérangeant, c'est que tout s'opère dans une sorte de confusion. La France, ces derniers mois, c'est très largement, a vu sa relation avec l'Algérie très largement abîmée, toujours au profit et au seul profit de l'Algérie. Et c'est pour ça que c'est toujours un petit peu dérangeant de voir à quel point, aujourd'hui, le régime de M. Tebboune profite de la faiblesse de la France. Oui. Et on précise, et c'est important, que la procureure à la tête du nouveau parquet national anticriminalité, Vanessa Perret, sera du voyage. Alors c'est vrai qu'on espère, Michel Fayad, surtout des résultats, et que ça ne soit pas une forme de moyens de pression et de rapports favorables à l'endroit justement de l'Algérie. Déjà, il y a Emmanuel Macron qui nous a dit qu'on pouvait être 100% français, 100% algérien. Et Gérald Darmanin est en partie algérien. Donc il y a peut-être ce côté-là qu'il veut jouer, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme disait Raphaël, il y a des personnalités très importantes de la DZ Mafia qui se trouvent sur le sol algérien, notamment Tic, le fondateur de la DZ Mafia, qui a été condamné en France et qui était à l'époque d'ailleurs défendu par Dupond-Moretti à la cour, et qui est donc en cabale en Algérie. Et puis, vous savez, les renseignements français, quand vous les interrogez, ils vous disent que le jour où la DZ Mafia a attaqué, vous savez, de manière simultanée l'ensemble quasiment des prisons françaises sur 24 heures, 48 heures, ça avait prouvé les liens qui existent entre la DZ Mafia et les renseignements algériens. Donc, ça vous montre aujourd'hui qu'il y a un vrai bras de fer qui est fait entre la France et l'Algérie. Il y a ce qui est visible et que Raphaël a rappelé, et il y a ce qui est moins visible et qui est dit donc par les renseignements. Et je pense que donc il y a énormément de sujets à discuter avec Alger, et parce que cette DZ Mafia, elle peut être également cassée très rapidement par la police française si on y met les moyens. Et la question c'est, est-ce que l'Algérie va également calmer le jeu, ou est-ce qu'on va aller vers la confrontation sur notre sol à nous ? Il y a eu 6 personnes qui sont mortes là cette semaine dans le narcotrafic. Oui, absolument, et dont un adolescent âgé de 15 ans hier, malheureusement, près de Nantes. Messieurs, je voulais vous faire réagir aussi à ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça préjuge souvent de ce qui se passe un peu plus tard en France, voire qui se passe déjà. L'université, vous savez, Yale, très connue, très prestigieuse, eh bien, elle est accusée de discrimination envers les candidats blancs
et asiatiques par le ministre de la Justice américain. L'administration Trump assure vouloir conclure un accord avec l'université avant d'envisager des poursuites, mais affirme quand même des documents internes à Yale montrent que sa direction a intentionnellement sélectionné des candidats en fonction de leur race. Alors c'est la fameuse discrimination positive, l'affirmative action, qui a été créée en 1961. J'ai fait quelques petites recherches sous Kennedy. Mais qui a été illégale depuis 2023. Absolument, et rendu par la Cour suprême. C'est un vaste débat, mais c'est vrai que ça, c'est un sujet, moi, qui m'interpelle tout le temps, ces universités. Michel Fayad, il y a Yale, mais je vais vous dire, je ne suis pas étonnée. Regardez Sciences Po Paris. Ah oui, bien sûr. C'est un grand tabou, ça. Moi, je suis en plein Parcoursup, donc c'est vrai que Sciences Po Paris, on se dit, tiens, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, peut-être, mais on se dit qu'il vaut peut-être mieux parfois mettre une adresse dans certaines banlieues que de se dire qu'on habite, je ne sais pas moi, dans le 6e, dans le 7e, dans le 16e ou à Neuilly-sur-Seine, par exemple. Et je vous assure que les parents se disent ça entre eux. Hein. C'est vrai. En tout cas, moi, quand j'étais en classe prépa à Sciences Po, c'est l'année où on a fait la discrimination positive. Avec Richard Descoings, c'est ça? Oui, sous la direction de Richard Descoings. Et j'étais en classe prépa avec Gérald Darmanin, donc on a subi la même chose. Alors. Et alors, qu'est-ce qu'il en pensait, Gérald Darmanin, à cette époque-là? Tous les deux, nous étions contre. Mais ça avait été à l'époque une proposition phare de Nicolas Sarkozy, en fait. Ah bah oui, je me souviens, bien sûr. Oui. Et qui avait été un peu, pas trop comprise par une grande partie des gens de droite. Après, c'est toujours pareil. Rétablir une forme de justice sociale, pourquoi pas, mais il ne faut pas que l'injustice, vous voyez, il ne faut pas que ça devienne l'inverse. C'est ça, Raphaël Steinville. À la discrimination positive répond en réalité une discrimination négative et que finalement, ce qui est considéré comme un privilège blanc devient finalement un fardeau à traîner et que l'on fait supporter à des générations qui n'ont rien demandé et qui deviennent finalement discriminées à leur tour. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe aux États-Unis et depuis en fait l'arrivée de Trump, c'est une sorte de lame de fond qui est venue contrecarrer un mouvement woke qui, d'Evergreen en passant par Yale et d'autres universités, obligeait les professeurs blancs à confesser leurs privilèges avant de pouvoir donner des cours à leurs étudiants. Et ça, depuis le surgissement de Trump, il y a un retour en arrière. Et ce qui paraissait absolument normal, aujourd'hui, est à nouveau questionné, sans que ce le soit absolument en France. Mais je pense que c'est aussi dans l'intérêt des minorités qu'il n'y ait pas de discrimination positive. Parce qu'en fait, sinon, il y aura toujours le doute que il est rentré ou elle est rentrée parce que noir. Il faut prendre les meilleurs, quelle que soit la couleur de peau, le sexe. Enfin, vous voyez, c'est pareil en France. Pourquoi privilégier une femme parce que c'est une femme? Il faut prendre les meilleurs. C'est une bonne question. Ne me regardez pas comme ça.